en présence et à distance. Merci beaucoup de votre présence, c'est très apprécié. Alors, il s'agit aujourd'hui d'une conférence qui sera prononcée par mon collègue, le professeur Pierre Bosset, qui est rattaché à l'UQAM. Alors, je vais prendre quelques minutes pour présenter le professeur Bosset. Pierre Bosset est professeur de droit public au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, comme je viens de le dire. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Montréal et il est également titulaire de maîtrise au pluriel en droit de l'Université Essex et en relations internationales de l'Université Cambridge. Il est membre du barreau du Québec depuis 1981. Pierre Bosset a œuvré entre 81 et 85 dans le milieu communautaire en faveur du respect des normes du travail et d'un meilleur accès à la syndicalisation. En 1985, il est entré à la Commission des droits de la personne du Québec. D'abord conseiller juridique, il a ensuite dirigé pendant 9 ans le service de recherche et de planification de la Commission. Pour la Commission, il fut l'auteur de nombreuses études sur les droits et libertés de la personne, formes contemporaines de discrimination, aménagement juridique de la diversité religieuse à travers des accommodements raisonnables et les diverses conceptions de la laïcité, droits économiques et sociaux comme parents pauvres de la Charte québécoise des droits, etc. Professeur à l'UQAM depuis 2007, Maître Bosset enseigne les droits et libertés de la personne, le droit constitutionnel et le droit international public. Il a été membre du comité conseil de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Durant près de 10 ans, Pierre Bosset a été membre du comité sur les droits de la personne du barreau. Professeur invité à l'Université de Toulouse-Capitole en 2017 et à l'Université de Poitiers en 2023, il a également été chercheur invité à l'Université de Kyoto au Japon. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les droits culturels de l'être humain. Alors aujourd'hui, avec la collaboration du CEDAC, le Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, avec l'appui de la chaire UNESCO sur la diversité culturelle et avec l'appui de la communauté de recherche action sur les droits économiques et sociaux, comme RAD, nous avons le plaisir de le recevoir. Alors, la conférence d'aujourd'hui portera sur la place des droits culturels dans la Charte québécoise, et la conférence s'intitule « La Charte québécoise après 50 ans, où sont donc les droits culturels ?» Alors, je vais céder la parole à Pierre Bosset, simplement pour vous informer que suite à la conférence, bien sûr, il y aura de l'espace pour les discussions, les questions, les commentaires, autant à distance qu'en présence. À distance, c'est Camille Bettencourt, qui est la coordonnatrice de Comrade, qui prendra les questions et qui pourra, bien sûr, les poser à notre invité. Alors, merci beaucoup, Pierre, de t'être déplacé et de prononcer cette conférence parmi nous. C'est très apprécié. Je te laisse maintenant la parole. Merci, Christine. Merci à toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Bonjour à vous qui êtes présentes sur place, ainsi qu'aux nombreuses personnes dont je vois les noms à l'écran. Je reconnais d'ailleurs plusieurs noms. Alors, bienvenue à tout le monde. Cette conférence, j'aurais pu l'intituler « Les droits culturels parents pauvres de la Charte québécoise ». Malheureusement, ça aurait été un autoplagiat, parce que dans un texte qui a passablement circulé depuis 30 ans, j'utilisais déjà cette expression « les parents pauvres » pour parler d'un sujet autre, mais apparenté, les droits économiques et sociaux. Bref, il me fallait un autre titre. Celui que j'ai choisi, j'en conviens, n'est pas particulièrement original. Où sont les droits culturels 50 ans après l'adoption de notre charte? À cette question, je pourrais répondre en décrivant l'état du droit actuel tel qu'il ressort de la formulation de la charte et, bien entendu, de la jurisprudence. Et rassurez-vous, en bon juriste, je ne manquerai pas de faire cet exercice, conscient que je suis du fait que ma conférence peut faire l'objet d'une reconnaissance au fin de la formation permanente du barreau. Mais j'ai d'autres ambitions aussi, car je souhaite profiter de cette conférence pour partager avec vous une réflexion déjà amorcée il y a une vingtaine d'années, mais encore inachevée, vous allez le voir tout à l'heure, sur le contenu des droits culturels, sur les rapports entre les droits culturels et les autres droits et libertés, et enfin, sur la place des droits culturels dans l'architecture d'une charte des droits. Je vous invite à m'accompagner aujourd'hui dans ce parcours
qui me donnera l'occasion de faire le point, de façon parfois autocritique, sur certains de mes travaux, aussi bien antérieurs qu'actuels. En gros, et je vends la mèche tout de suite, en gros, ma pensée s'articule autour de la réhabilitation et de la reconnaissance pleine et entière des droits culturels qui, jusqu'à maintenant, font partie, et oui, des parents pauvres de la Charte. Être nulle part et partout à la fois. C'est dans ces mots qu'en 2006, 30 ans après l'entrée en vigueur de la Charte, je décrivais dans un numéro spécial de la revue du Barreau la place que la Charte réservait aux droits culturels. Permettez-moi de revenir un peu sur le contexte dans lequel j'ai été amené à écrire cet article. Déjà en 1996, 10 ans plus tôt, donc, j'avais commis un texte exploratoire sur les droits économiques et sociaux comme parents pauvres de la Charte québécoise. Ce premier texte se voulait à la fois un bilan, comment les droits économiques et sociaux étaient-ils reconnus dans le droit, et une réflexion prospective, comment réhabiliter les droits économiques et sociaux dans le discours juridique. Dans ce texte, qui est vieux de 3 décennies maintenant, je constatais, entre autres, 5 choses. L'absence de toute doctrine à cette époque sur les droits économiques et sociaux. Mon texte, je crois, était le premier à s'y intéresser au Québec. Une formulation législative peu propice à la juridicité des droits économiques et sociaux. Ça renvoie, entre autres, aux célèbres formules qu'on retrouve dans les articles 39 à 48 de la Charte, dans la mesure prévue par la loi. Une absence de prépondérance des droits économiques et sociaux sur la législation. Une jurisprudence très sceptique face à la juridicité des droits économiques et sociaux. On pense ici à l'arrêt Gosselin, bien entendu. Et dans le discours judiciaire, des présupposés implicites quant aux causes de la pauvreté. Dans l'affaire Gosselin, par exemple, le juge de première instance attribuait la pauvreté à des causes purement individuelles, comme un manque d'éducation, voire la paresse. Cet article sur les droits économiques et sociaux a connu ensuite une certaine fortune, au point d'être cité par la Cour suprême dans Gosselin, mais sans avoir eu la moindre influence sur l'issue du litige. Quelques années plus tard, dans le bilan qu'elle publia au moment de marquer le premier quart de siècle de la Charte, la Commission des droits de la personne en reprendra quelques-unes des grandes lignes. Avec le recul, toutefois, mon article de 1996 et le bilan de la Commission, réalisé en 2003 sous ma direction, furent néanmoins, à certains égards, des occasions manquées. Certes, la Commission n'a pas manqué de recommander aux législateurs de renforcer la portée des droits économiques et sociaux, par exemple en leur assurant, comme aux autres droits, la primauté sur la législation, ainsi qu'en proposant la notion d'un contenu essentiel que la législation devait respecter. Mais la question des droits culturels est tout simplement absente de ce texte, tout comme elle l'était de mon article de 1996, subsumé en quelque sorte sous le thème apparemment plus générique, peut-être même plus écuménique, des droits économiques et sociaux. Erreur, peut-être même manque de vision de ma part. Il est vrai qu'au milieu des années 2000, les rares auteurs qui s'intéressaient aux droits culturels étaient unanimes à déplorer le sous-développement de la réflexion autour de ces droits. J'étais donc, pour ainsi dire, en bonne compagnie. C'est pour combler ce vide intellectuel et aussi, je l'avoue, pour effacer un certain regret professionnel, qu'en 2006, j'ai enfin abordé de front le thème des droits culturels. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Nulle part et partout à la fois, donc. Qu'est-ce que j'entendais par ces mots en 2006, lorsque je me suis mis à étudier les droits culturels? Commençons par le nulle part. La simple lecture de la Charte nous indique qu'elle ne réserve aucune place particulière aux droits culturels en tant que catégorie de droits. Encore aujourd'hui, l'intitulé du chapitre 4 de la Charte se réfère simplement aux droits économiques et sociaux, sans plus. On aurait pu s'attendre pourtant à ce que la Charte mentionne en toutes lettres l'existence d'une catégorie appelée droits culturels, une catégorie qui était déjà présente dans les années 70 dans les instruments juridiques internationaux sur les droits de la personne.
Selon l'explication de notre collègue, le regretté professeur André Morel, le Québec, en 1975, aurait choisi de dissocier la protection des droits et libertés dans la Charte du débat linguistique qui faisait rage alors dans la société québécoise. On se souviendra des célèbres Bill 63 et 22 de l'époque. Ce geste politiquement habile dans le contexte de l'époque aurait contribué, toujours selon notre collègue, à écarter par association l'ensemble des droits culturels des travaux parlementaires du milieu des années 70, y compris ceux qui portaient sur la Charte québécoise. En somme, la non-reconnaissance de la catégorie des droits culturels serait la résultante involontaire d'un astucieux calcul politique. J'ajouterais, quant à moi, une explication liée au contexte intellectuel de l'époque. Tout à l'heure, j'évoquais à ce propos l'état de sous-développement dans lequel se trouvait la réflexion juridique autour de la spécificité des droits culturels. Comment s'étonner alors que lorsque la Charte parle de culture, et elle le fait quand même un peu, ce soit sous l'intitulé des droits économiques et sociaux. Un peu comme si la culture était une banale catégorie du social, voire de l'économique. Toujours est-il que c'est en vain qu'on chercherait dans les débats parlementaires des années 74 et 75 sur la Charte les traces d'une quelconque préoccupation pour la thématique des droits culturels. Et il est significatif que de tous les articles de la Charte, l'article 43, qui est le seul à parler de culture en termes de droit, soit aussi le seul à n'avoir fait l'objet d'aucune intervention de la part des députés. Qu'en est-il donc du contenu de cet article 43? À l'origine, l'article 43 reconnaissait un droit culturel à une seule catégorie de personnes, celle appartenant à une minorité ethnique. Le droit était formulé dans ces termes. Les personnes appartenant à des minorités ethniques, on parle bien des personnes appartenant à une minorité et non pas des minorités en tant que telles. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Ce droit de nature culturelle s'inspirait du Pacte international des Nations unies sur les droits civils et politiques qui reconnaît non seulement aux minorités ethniques, mais aussi aux minorités linguistiques et religieuses un droit culturel de même nature. Au moment de l'adoption de la Charte, faut-il le rappeler, le pacte était sur le point d'entrer en vigueur et le gouvernement du Québec, peu après, signifiera, au moyen d'un décret, son accord explicite à ce que le Canada ratifie le pacte. Bref, en 1975, la Charte n'ignorait pas la culture, mais seules les minorités ethniques semblaient concernées. Dans la seule décision portant sur l'article 43, l'affaire Campisi contre le procureur général du Québec, en 1977, le juge Deschênes, de la Cour supérieure, se fondera sur, je cite, la tradition immémoriale de puissance économique et culturelle de la minorité anglophone du Québec, pour conclure que les personnes qui faisaient partie de cette minorité n'étaient pas titulaires du droit reconnu par l'article 43. La notion de minorité ethnique faisait donc appel, semble-t-il, à un critère mathématique, mais aussi à un critère plus qualitatif. En principe, le droit dont parle l'article 43 est reconnu, je le disais, à des personnes faisant partie de groupes et non à des groupes en tant que tels. Bien sûr, en pratique, le respect de ce droit dépend de la mesure dans laquelle le groupe parvient à maintenir de manière collective sa culture, sa langue ou sa religion dans le cas du pacte. Et les thématiques autochtones, d'ailleurs, ont fourni souvent à l'ONU l'occasion d'expliquer, d'élaborer sur les exigences des codes de ce droit, par exemple, en ce qui concerne les langues autochtones ou les modes traditionnels de chasse que les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter et de protéger. Pendant 50 ans, l'article 43 est resté le même, inchangé dans sa formulation et la plupart du temps ignoré aussi bien dans la jurisprudence que dans la doctrine. En 2025, l'article a été modifié sous 2 rapports. D'abord, pour désigner autrement les titulaires du droit. Là où la Charte reconnaissait à l'origine un droit culturel aux personnes appartenant à des minorités ethniques, la version modifiée de la Charte qui est en vigueur aujourd'hui parle plutôt de minorités culturelles.
une notion qui semble avoir remplacé celle de communauté culturelle qui était en vogue dans les années 80 et 90 et qui avait été critiquée à l'époque, vous en souvient-il, pour son manque de rigueur. Les règles d'interprétation veulent évidemment que ce changement ne soit pas cosmétique. Mais qu'est-ce que le législateur a voulu dire en 2025, au juste? On peut s'interroger tant la notion de culture et donc de minorité culturelle est susceptible de désigner des réalités fort diverses, un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. À titre d'exemple, pour les fins de l'article 43, les peuples autochtones peuvent-ils, doivent-ils être considérés comme des minorités culturelles? Qu'en est-il des minorités linguistiques anglophones ou autres? Des usagers de la langue des signes qui revendiquent parfois le droit à une culture sourde? Des minorités sexuelles, de genre? Avouons que l'expression minorité culturelle ne brille pas par sa clarté, contrairement au pacte qui, au moins lorsqu'il parle de minorité ethnique, religieuse ou linguistique, a le mérite de nous dire à qui il fait référence. La deuxième modification apportée à l'article 43 est d'un autre ordre. Depuis l'an dernier, en effet, les minorités culturelles, certes titulaires d'avoir une vie culturelle en commun, ont également le droit, je cite, à la pleine participation en français à la société québécoise. On peut voir dans l'ajout de ce droit une volonté de déghettoiser l'article 43 pour ne plus en faire simplement une affaire de minorité, mais pour permettre également aux minorités, pour reprendre les termes de l'article 43, de participer pleinement à la société québécoise. Comme la Commission des droits de la personne l'a souligné, cet énoncé, donc sur la participation en français à la société, semble répétitif toutefois par rapport à un autre article de la Charte, l'article 3.1, qui prévoit que toute personne a droit de vivre en français. Après tout, si le droit de vivre en français appartient à toute personne, à quoi sert-il d'ajouter plus loin dans la Charte que les membres des minorités culturelles ont le droit de participer en français à la société? La notion clé dans l'article 43 est peut-être celle de participation, qui fait écho au droit de participer à la vie culturelle reconnu en droit international, comme on le verra tout à l'heure. Mais alors que le droit international reconnaît le droit culturel de participer à toute personne, pourquoi ce droit de participation se limiterait-il dans la Charte aux personnes qui appartiennent à des minorités culturelles? On le voit, tout ça n'est pas très net. Qu'en est-il maintenant de la portée juridique de ces dispositions, l'article 43? Eh bien, l'article 43, je l'ai dit, fait partie du chapitre 4 de la Charte. Et il semble bien que l'article 43 soit assujetti aux limites qui sont propres à ce chapitre et qui ont été tracées, rappelons-le, dans l'arrêt Gosselin en 2002, dans lequel la Cour suprême statue que les droits économiques et sociaux, incluant l'article 43, sont, je cite, limités de façon à soustraire au contrôle judiciaire les mesures ou le cadre législatif précis adopté par le législateur. Et la Cour ajoutait que si le chapitre 4 de la Charte oblige l'État à prendre des mesures pour donner effet aux droits qui sont connus, en revanche, il ne permet pas le contrôle judiciaire de ces mesures. Il est donc loin d'être certain que les pouvoirs publics aient une obligation de soutenir à un niveau précis, que ce soit financièrement ou matériellement, par exemple, la vie d'une minorité culturelle. Et il faut déduire que le droit de participer en français à la société québécoise, qui a été ajouté à l'article 43, est assujetti lui aussi aux mêmes restrictions. Et pour compléter ce portrait de la juridicité limitée de l'article 43, j'ajouterais que le chapitre 4 ne fait pas partie des dispositions de la Charte qui seraient constitutionnalisées selon les termes du projet de loi numéro 1, dont on ne sait pas toujours s'il sera adopté un jour. Dans ces conditions, est-ce que nous serions proches de ce qu'on pourrait appeler le degré zéro de la juridicité, s'agissant des droits culturels? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en raison du droit à l'égalité, qui dans la Charte québécoise se ramifie dans chacun des 47 autres articles de la Charte, donc en raison du droit à l'égalité,
On peut soutenir que parfois, il est possible d'appréhender l'accès à la culture sous l'angle de la discrimination. J'en donnerai deux exemples assez concrets. En dépit de la faible juridicité de l'article 43 pris seul, le fait de perturber ou encore d'interrompre un événement culturel pacifique organisé par un groupe ethnique, par exemple, est susceptible de donner ouverture à un recours en discrimination, qui sera fondé alors sur la combinaison de l'article 10 et de l'article 43. Ces deux articles interdisent certainement à des particuliers, peut-être même à l'État, de porter atteinte de manière discriminatoire aux droits qu'ont les membres d'une minorité d'avoir en commun leur vie culturelle. De la même façon, le droit d'accéder sans discrimination aux lieux, installations, services culturels peut être invoqué sur la base d'au moins deux articles de la Charte. Tout d'abord, dans la mesure où des biens ou services ordinairement offerts au public sont concernés, l'article 12 prévoit que nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet de tels biens ou services. Pour sa part, l'article 15 ajoute que nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux lieux publics, tels les théâtres et les cinémas, précise gentiment le texte, et d'y obtenir les biens et services culturels qui sont disponibles. Toute personne, bien sûr, qui se réclame d'un ou l'autre des 14 motifs de discrimination interdits peut revendiquer ses droits d'accéder sans discrimination à la culture, en invoquant même, si nécessaire, l'obligation d'accommodement raisonnable qui fait partie intégrante du droit à l'égalité. C'est sur la base de cette caractéristique de l'article 10 qui, pour reprendre les mots de la Cour d'appel, est une modalité de particularisation de chacun des droits et libertés, que j'ai pu écrire en 2006, que bien qu'ils soient absents comme catégorie de droits, les droits culturels étaient quand même, d'une certaine façon, partout dans la Charte, à travers la notion d'égalité. Et ainsi s'explique le mystère du titre de mon article de 2006, être partout et nulle part à la fois. Pour autant, on constate très vite les limites d'une approche de la culture fondée uniquement sur le droit à l'égalité. Lorsque la difficulté d'accéder à la vie culturelle est due tout simplement au manque de ressources financières. Car si le droit à l'égalité reconnu par la Charte interdit d'exercer une discrimination fondée sur la condition sociale, il n'est pas interdit, en revanche, de tenir compte de la capacité de payer dans l'accès à des biens ou des services offerts au public. La jurisprudence est très claire à ce sujet. Bien que la pauvreté soit généralement un facteur qui rend difficile l'accès aux activités culturelles, par exemple les arts, le droit à l'égalité ne pourra donc être invoqué par une personne dont les moyens financiers ne lui permettent tout simplement pas d'assister ou de participer à une manifestation artistique ou culturelle. En réalité, on touche ici peut-être aux limites de la Charte, et ce tant pour le droit à un niveau de vie décent, dont parle l'article 45, que pour la façon dont on a interprété jusqu'à maintenant le motif de la condition sociale. Alors, si je m'arrêtais ici, après avoir décrit, comme je viens de le faire, l'état de la législation et de la jurisprudence, j'aurais l'impression d'avoir satisfait comme conférencier aux exigences de la formation permanente des avocats. Mais je vous l'ai dit, j'ai d'autres ambitions. Dans la deuxième partie de la conférence, j'aimerais prendre un peu de recul, un recul salutaire par rapport à la Charte actuelle, et m'interroger avec vous sur le contenu des droits culturels et sur la place qu'elle pourrait, la Charte, leur réserver dans l'avenir. Prenons donc une grande respiration et plongeons dans l'univers riche, complexe et surtout inspirant du droit international. C'est bien connu, le droit international a exercé une influence majeure, souvent déterminante, sur le contenu de la Charte. Dans tous les projets, avant-projets qui ont été élaborés au cours des années, depuis les années 60, qui ont précédé donc l'adoption de la Charte, nous rappelait André Morel, les textes internationaux ont toujours exercé sur leurs auteurs une influence prépondérante. Tous s'y réfèrent et s'en inspirent, écrivait-il. Morel faisait écho ici à un autre de nos plus grands juristes, Jacques-Yvan Morin. Dès 1963, dans un texte intitulé « Une charte des droits de l'homme pour le Québec » et qui préfigurait la Charte,
Jacques-Yvan Morin encourageait le Québec à ne pas rester à l'écart du mouvement international en faveur des droits et libertés qui se faisait jour alors à l'échelle internationale. Ces propos ont porté fruit. On en trouve la preuve aujourd'hui dans le fait que la Charte québécoise, à la différence des autres lois canadiennes sur les droits de la personne, qui généralement se contentent d'interdire les pratiques discriminatoires, a l'ambition de couvrir dans sa totalité le champ des droits et libertés, à l'instar du droit international. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'à cet égard, la Charte québécoise est en quelque sorte la fille du droit international. Or, les traités modernes sur les droits humains contiennent une multitude de normes sur les droits culturels. Mais jusqu'à récemment, ces droits étaient considérés, tant sur le plan conceptuel que juridique, comme parmi les moins bien compris et les moins développés de tous les droits humains. Plusieurs facteurs avaient contribué à cette négligence. Outre, bien entendu, la difficulté inhérente à la définition même de la culture, j'y reviendrai bientôt, on a pu identifier comme facteur, par exemple, une crainte du relativisme culturel, susceptible de compromettre l'universalité des droits humains et de menacer des principes tels que l'égalité des sexes. Une conviction que les droits culturels étaient un luxe, méritant moins d'attention que des questions plus urgentes, et parfois une crainte que les identités de groupe puissent menacer les États-nations et l'intégrité territoriale même, tout en risquant d'accroître la méfiance des majorités culturelles. Trois développements ont permis d'apporter des réponses à certaines de ces préoccupations. Premièrement, en 2007, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, très attendue, et qui est sans doute l'instrument international relatif aux droits humains le plus avancé et le plus complet en ce qui concerne la reconnaissance des droits culturels comme norme juridique internationale. Elle est particulièrement utile pour clarifier les liens entre l'épanouissement individuel et les intérêts collectifs. Deuxièmement, en 2009, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies nomme un rapporteur spécial sur les droits culturels. Les titulaires successifs de ce mandat, il y en a eu 4 ou 5, publient des rapports périodiques approfondis qui contribuent à préciser le contenu normatif des droits culturels. Enfin, en 2010, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, qui est chargé de superviser la mise en œuvre du pacte sur les droits économiques et sociaux, a publié une observation interprétative faisant autorité sur le droit de participer à la vie culturelle, tel que garanti par le pacte. Et parallèlement à ces développements institutionnels, les implications normatives des droits culturels ont été considérablement développées dans la littérature scientifique également. En ce qui concerne la définition de la culture, l'anthropologie, par exemple, a apporté des contributions majeures à notre compréhension de la culture. Les éclairages supplémentaires nous sont venus de la philosophie politique, qui reconnaît les capacités culturelles comme essentielles à une vie digne. Pensons ici aux travaux de Martha Nussbaum, et même de l'économie, qui reconnaît le lien étroit entre culture et développement économique. Je me réfère ici aux travaux d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer du droit international aujourd'hui en matière de droit culturel? Commençons par la notion même de culture. Notion polysémique, comme on a pu le voir tout à l'heure, en nous interrogeant sur la notion de minorité culturelle. Les conceptions de la culture qui sont axées sur la littérature, la musique, les arts visuels, les arts de la scène, par exemple, ne rendent pas vraiment compte de toute l'ambition normative du droit international. En effet, ces conceptions, somme toute classiques, humanistes dans le sens de humanities, donc ces conceptions classiques de la culture coexistent en droit international avec des conceptions plus anthropologiques, axées sur les systèmes de valeurs et de symboles propres à tout groupe humain, ce qui peut inclure, par exemple, la langue, la religion, les traditions populaires, le mode de vie ou la conception des rapports sociaux. Comme l'exprime avec beaucoup d'éloquence le Comité d'experts des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, je cite, « La culture comprend notamment
le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production, la technologie, l'environnement naturel et humain, l'alimentation, l'habillement et l'habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions. Bref, au sens des droits culturels tels qu'ils sont reconnus en droit international, la culture est très loin de se limiter à celle produite pour le compte des empereurs, des lettrés, des cardinaux ou des riches. C'est aussi celle des villageois, celle des ouvriers, celle des minorités ethniques, celle des peuples autochtones, celle des populations immigrées, entre autres. La culture étant ainsi définie de manière large, comment envisager maintenant le droit de participer à la vie culturelle dont parle le droit international? À la lecture même du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, une première chose nous frappe. Dans le pacte, en effet, le droit de participer à la vie culturelle est reconnu à toute personne, et non seulement aux personnes appartenant à des minorités, qu'elles soient ethniques, linguistiques, religieuses ou tout simplement culturelles. Par ailleurs, c'est bien un droit de participation et non seulement d'accès qui est consacré dans le pacte. Se limiter à l'accès aux facilités, aux activités, aux lieux, aux institutions, c'est risquer en effet de considérer l'être humain comme un destinataire passif de services culturels, voire même comme un simple consommateur de produits culturels. Si l'être humain est susceptible de participer à la vie culturelle, c'est donc qu'il est doté d'agentivité et donc qu'il est un acteur à part entière, susceptible de faire évoluer la vie culturelle de la société. Parler d'agentivité, c'est aussi parler de liberté. En l'occurrence, de la liberté culturelle, bien sûr. En droit international, cette liberté culturelle comporte deux dimensions sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Une conception statique de la culture, ou essentialisante de la culture, ou réifiée de la culture, peut vite devenir un facteur d'oppression pour certains sous-groupes au sein d'un groupe donné. Dans l'optique des droits de la personne, on préfère donc parler du respect de l'identité culturelle librement choisie. Les réflexions les plus récentes sur les droits culturels ont adopté cette perspective, en particulier celle très influente du groupe de Fribourg, à qui on doit une très inspirante déclaration non contraignante juridiquement, je précise, sur le sens et la portée des droits culturels. Dans cette déclaration, le droit à l'identité culturelle comprend bien sûr le droit au respect d'une identité culturelle librement choisie, mais même la liberté de pouvoir se réclamer d'une ou de plusieurs appartenances culturelles et celle de pouvoir modifier ce choix au fil de sa vie. L'ONU a adopté aussi cette façon de voir les choses, elle qui reconnaît maintenant que les droits culturels impliquent le droit de comprendre non seulement sa culture, mais également celle des autres, ainsi que le droit de bénéficier du patrimoine culturel d'autres communautés, ce qui m'amènera d'ailleurs tout à l'heure à discuter de l'interculturalisme. Mais la liberté culturelle concerne aussi les créateurs de culture, les artistes, les scientifiques. La liberté de création et la liberté de recherche est prévue aussi par le pacte, qui oblige les États à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités artistiques. Sont convoquées par cette exigence de liberté des créateurs, donc des activités qu'on associe à une vision humaniste et socialement valorisée de la culture, les arts visuels, de la scène, de la littérature, la musique ou encore la recherche scientifique. Le processus de recherche ou de création se situe en effet au cœur même de l'activité artistique ou scientifique. Il est parsemé, comme nous le savons, nous sommes des universitaires, il est parsemé de tâtonnements, de fausses pistes, souvent même d'erreurs. Ce processus d'exploration doit être respecté pour lui-même, bien qu'il n'aboutisse pas toujours à un produit fini, présentable, exploitable ou commercialisable. D'où la nécessité de lui accorder une protection distincte qui ne se limite pas à la protection de la liberté d'expression. Ça aussi, c'est la tâche des droits culturels. Pour résumer, le droit international
promulgue une conception large, inclusive, non élitiste de la culture. Il reconnaît la nature évolutive et dynamique des cultures et il reconnaît également l'agentivité des citoyens et des acteurs culturels. Que faut-il en conclure pour l'avenir de notre charte québécoise? 50 ans après son entrée en vigueur. Les droits culturels, on l'a vu tout à l'heure, se limitent dans la charte pour le moment à la portion congrue. Cela tient à la faible juridicité des droits reconnus dans le chapitre 4, au fait que le catalogue de droits culturels qu'on trouve dans la charte se limite essentiellement à l'article 43. En sont absents, par exemple, la liberté culturelle dont je viens de parler, dans ces deux dimensions, mais aussi d'autres aspects abordés dans le droit international, par exemple les droits de propriété intellectuelle, donc un catalogue de droits culturels extrêmement limité. Un article 43 qui se limite encore aujourd'hui à des minorités culturelles. Pour peu d'ailleurs, on croirait que les personnes qui ne sont pas visées par l'article 43 n'ont pas de culture. Et enfin, une vision à l'origine ghettoisante de la culture, celle mise de l'avant dans la version initiale de l'article 43. L'ajout du droit de participer en français à la société québécoise, je pense, modifie un peu cette réalité. On peut parler cependant quand même d'une relation unidirectionnelle. Hein. Ce sont les minorités qui doivent participer à la société. On ne parle pas dans l'article 43 d'un quelconque dialogue entre la minorité et les minorités. Quelle place donc pour le dialogue? Le dialogue culturel, interculturel. Alors, quelques éléments de prospective. Dans la perspective d'une réforme de la charte, d'une charte 2.0, si l'on veut. Eh bien, outre l'article 43, que l'on peut tenir pour acquis et qui a toute sa place dans une charte des droits, malgré les critiques que j'ai pu formuler quant à sa formulation, outre l'article 43, donc, la charte pourrait consacrer 4 ou 5 droits culturels qui sont à l'heure actuelle reconnus en droit international. D'abord, le droit de toute personne, pas seulement des personnes appartenant à des minorités, de participer à la vie culturelle de la collectivité. Le droit de toute personne d'accéder en pleine égalité à des institutions, programmes, facilités propres à favoriser la vie culturelle. Le droit de toute personne de comprendre sa culture et celle des autres. Le droit de toute personne de bénéficier du patrimoine culturel d'autres communautés, ce qui implique notamment le droit de toute personne à des interactions culturelles et bien entendu la reconnaissance de la liberté culturelle de chacun, incluant la liberté de choisir ses liens d'appartenance. J'aimerais illustrer l'intérêt pratique d'une révision de la charte qui inclurait ces droits culturels. Je vais donner 2 exemples. Dans mes travaux récents, j'aborde le droit au musée, une métaphore que j'emploie pour désigner un ensemble de droits culturels ayant les musées pour objet. Le droit au musée, comme je l'entends, se fonde sur le droit de participer à la vie culturelle et sur d'autres droits qui ont une portée culturelle, par exemple le droit à l'éducation ou encore la liberté de recherche et de création. De ces droits culturels, il est possible de déduire des obligations et des responsabilités très concrètes pour les acteurs étatiques et pour les acteurs muséaux. Le financement public des musées, on le sait, est très largement déficient. Une étude du Conseil international des musées le démontre. Certains musées, notamment à Montréal, ont même dû limiter leur politique d'accès gratuit pour cette raison. Or, le droit de participer à la vie culturelle doit entraîner des obligations positives pour les États. En pratique, il importe peu que ces obligations positives prennent la forme de musées d'État, comme on peut le voir dans plusieurs pays européens, par exemple, ou encore d'un soutien financier à l'ensemble des musées, privés ou publics, c'est un peu la formule nord-américaine, d'une aide financière individuelle permettant à des personnes dans le besoin de visiter un musée, comme on peut le voir
dans certains pays, notamment la France, où on offre des coupons culturels dont peuvent se prévaloir les personnes défavorisées ou encore les jeunes. Mais a priori, toutefois, l'absence, le manque de sous-financement ou tout simplement la mauvaise répartition géographique des musées devraient pouvoir s'analyser comme des violations du droit de participer à la vie culturelle. Par ailleurs, si c'est aux États qu'incombe au premier chef la mise en œuvre du droit au musée, les acteurs du monde muséal sont visés également en tant qu'acteurs concourant à la mise en œuvre des droits culturels. Entre autres, les musées ont la responsabilité de faciliter leur accessibilité pour tous les publics sans discrimination. Il faut se féliciter ici de voir que plusieurs musées ont adopté non seulement des pratiques d'accommodements individuels, mais des politiques d'inclusivité plus larges au bénéfice de clientèles ayant des besoins particuliers. Les musées ont aussi des responsabilités au regard du dialogue interculturel. Dans un rapport récent, la rapporteuse spéciale sur les droits culturels des Nations unies n'a pas manqué de souligner le rôle que les musées, notamment à travers leurs expositions, peuvent jouer dans la promotion des interactions et de la compréhension interculturelle. La rapporteuse recommande, par exemple, qu'à titre d'institutions culturelles, les musées assurent la représentation d'œuvres d'artistes et de personnes marginalisées dans leurs expositions. Il faut saluer donc les tendances récentes de la muséologie qui cherchent de plus en plus à mettre en dialogue, aussi bien dans leurs collections, dans les collections permanentes des musées que dans les expositions temporaires des traditions culturelles différentes. Parlons justement du dialogue interculturel. On le sait, depuis les années 80, les gouvernements successifs du Québec ont souvent utilisé le mot interculturalisme pour se démarquer du multiculturalisme canadien et sans jamais l'avoir défini dans une loi. Dans certains de mes travaux récents, j'ai pris au sérieux l'idée d'interculturalisme dans une perspective de droits humains, en me demandant si et comment les interactions interculturelles, je devrais dire, qui sont au cœur et même la raison d'être de l'interculturalisme, pouvaient être abordées et promues par des voies juridiques. J'ai tenté donc, dans ces travaux, de souligner comment une approche de l'interculturalisme fondée sur les droits culturels, qui valorise l'importance de la culture pour la dignité humaine, pourrait inspirer la recherche par le Québec d'une politique interculturelle distinctive et contribuer à sa traduction en termes juridiques. Je vous laisse juger si la récente loi sur l'intégration à la nation québécoise adopte une perspective interculturaliste. Néanmoins, une politique interculturaliste ancrée dans les droits culturels se distinguerait, selon moi, du multiculturalisme canadien par une mise en valeur explicite de l'importance des interactions culturelles. Pour les citoyens de toutes origines, la reconnaissance des droits culturels rendrait, en quelque sorte, l'interculturalisme concret. Elle dirait clairement, au Québec, nous vous intégrons en français, vous participez en français, nous protégeons notre patrimoine commun, mais nous reconnaissons et respectons votre bagage culturel unique. Alors, après 50 ans, le moment est venu de jeter un regard neuf sur des enjeux culturels trop souvent polarisés dans les débats sociaux et dans les médias. Parler de culture comme objet d'un droit humain ou de droits humains, c'est au fond redéfinir ce qu'est la culture au quotidien. Tel que je viens de décrire, les droits culturels vont bien au-delà des subventions aux artistes. Le droit à la culture ne se limite pas à aller au théâtre ou au musée. Cela englobe aussi des choses comme la transmission des langues, l'accès à l'histoire d'une communauté, la protection des quartiers historiques, la possibilité pour chacun, chacune d'exprimer son identité sans être discriminé. Tout ça donne un sens à la vie en culture. Parler de culture en termes de droits humains aussi nous permet de sortir de ce que j'appelle la dialectique majorité versus minorité. Au Québec, les débats publics opposent souvent les droits de la majorité francophone aux droits individuels des minorités.
Pensons bien sûr au débat sur la laïcité ou sur la langue. En proposant les droits culturels universels, on offre une troisième fois une façon de dépasser cette dichotomie. En effet, si chaque citoyen a le droit de participer à la vie culturelle, la culture devient non pas une source d'affrontement, de division ou un luxe, mais plutôt un espace de rencontre. Ma réflexion n'est pas terminée, je l'ai dit au début, sur la place des droits culturels dans une charte québécoise 2.0. Elle n'est pas terminée puisque je m'interroge encore sur la place des droits culturels dans l'architecture d'ensemble de la charte. On le sait, la charte est divisée en chapitres. Un chapitre portant sur les libertés et droits fondamentaux, un sur le droit à l'égalité, un sur les droits politiques, un sur les droits judiciaires et un sur les droits économiques et sociaux, dont fait partie actuellement l'article 43. Alors, comment intégrer des droits culturels dans l'architecture globale de la charte? C'est ce sur quoi je m'interroge en ce moment et j'espère terminer cette réflexion avant de m'être dirigé vers de nouvelles aventures. Alors, un premier scénario serait d'intégrer les droits culturels au sein du chapitre 4 de la charte, en ajoutant donc les droits dont j'ai fait mention tout à l'heure, quitte évidemment à renommer le chapitre. On voit bien que ce chapitre s'intéresse dans cette perspective droits économiques, sociaux et culturels. L'ennui, évidemment, avec ce scénario, c'est qu'il faudrait continuer de vivre avec les limites actuelles du chapitre 4. On pourrait aussi envisager de consacrer un chapitre distinct aux droits culturels, ce qui aurait peut-être l'intérêt de présenter une certaine cohérence. Et dans ce cas, quel serait le régime juridique applicable à ce chapitre? Est-ce que ce serait le même que le chapitre 4 ou est-ce que ce serait celui des autres chapitres de la charte ou quelque chose qui se situerait entre les deux? J'en suis à me demander, en ce beau jour de juin 2026, si les droits culturels sont vraiment catégorisants. Oui, certains droits culturels font appel aux responsabilités positives de l'État. J'ai parlé, par exemple, du financement des musées tout à l'heure. Et donc, on peut envisager qu'il y a de la place dans le chapitre 4 pour des droits culturels. Je ne remets pas ça en question. Et d'autres droits culturels sont tout à fait indépendants des ressources de l'État. Pensons à la liberté culturelle, la liberté de se réclamer d'une appartenance culturelle, de changer même d'appartenance, la liberté des créateurs. Ces éléments-là, qui sont des droits culturels, sont tout à fait indépendants, doivent être tout à fait indépendants des ressources de l'État. Les ressources de l'État qui sont l'une des limites des droits économiques et sociaux dans le chapitre 4, comme aussi. Alors, mon hypothèse, celle que j'aimerais approfondir dans les prochains mois, c'est de savoir si les droits culturels ne devraient pas tout simplement être répartis dans la charte, à l'intérieur de son architecture actuelle. Mais je suis ouvert, bien sûr, à d'autres scénarios que celui-là. Pour conclure, je pense qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, 50 ans après l'entrée en vigueur de la charte, on ne peut plus faire l'économie d'une réflexion sur la place des droits culturels dans la charte. Ils ont une place. J'écrivais il y a 20 ans qu'ils disaient qu'ils n'étaient nulle part dans la charte. Je pense qu'ils doivent être quelque part. Et il reste à savoir. Je vous remercie.